Allô la planète, de retour de festival et rendez-vous de l'aventure 2020 à Lons-le-Saunier. Bonjour chers auditeurs de la radio Allô la planète, nous sommes toujours sur le festival Les rendez-vous de l'aventure à Lons-le-Saunier et nous poursuivons notre série d'interviews, cette fois avec le réalisateur du film Tandem. Bonjour, Bonjour. Oui, je suis là. Alors en fait on est un peu nombreux autour de cette table et on se partage les micros. Cyril Delachaux, tu as réalisé ce film. À côté de toi il y a Natacha, la protagoniste de cette histoire dont nous allons parler tout au long de cette interview. Bonjour. Et puis Denis, qui est la voix qui guide Natacha, c'est ça ? Bonsoir, c'est ça. C'est ça, avec une belle voix grave. Merci. Alors, l'histoire, Cyril, est-ce que tu peux nous en parler ? Comme tu veux, je sais pas. Ouais, bah c'est. Ouais. Si tu veux, je vais pitcher un petit Pitch-nous. peu l'histoire. En fait, le parti pris de Cyril, et je te laisse me contredire si tu as besoin, c'était dans ce film-là donc de filmer plusieurs personnes en situation de handicap visuel, c'est-à-dire non ou malvoyants. Et puis, le parti pris, donc, c'est d'essayer, par le biais de l'image, de mettre le spectateur en situation aussi de handicap. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images dégradées, il y a beaucoup d'images dédoublées. Le visage du guide, donc de Denis, n'est jamais filmé, de façon à ce que le spectateur puisse un petit peu ressentir ce que ressentent les skieurs quand ils suivent le guide. Voilà. Et alors, Cyril, donc, juste pour terminer, il y a plusieurs personnages, plusieurs profils qui sont filmés un petit peu dans leur intimité, c'est-à-dire qu'on va aller chercher ce qu'ils ressentent, comment ils vivent leur handicap visuel, et souvent même, et c'est ce qui est très très touchant dans le film, la force finalement qu'ils en ressortent, et c'est pour ça c'est un film qui prend aux tripes. Comment t'es venu, Cyril, l'idée de faire ce film ? Alors au départ, c'est ma rencontre avec le guide mentionné là, qui m'a dit qu'il vivait des choses absolument extraordinaires avec des personnes handicapées de la vue sur ses pistes de ski, et qui a voulu me motiver à venir filmer ça et mettre en boîte des situations extraordinaires qu'il vit dans les montagnes, dans des paysages assez extraordinaires aussi. Donc au niveau visuel, pour moi, c'était un défi intéressant de, en même temps, chercher à reproduire le handicap visuel dans les images, donc dégrader les images, assombrir, flouter, tout ça, et puis en même temps jouer avec les paysages montagneux magnifiques. Et donc c'était un challenge pour un réalisateur qui était très intéressant. Et donc j'ai tout de suite accroché. Denis, toi tu es guide, comment ça t'est venu cette idée, j'allais dire, de guider les non-voyants et les malvoyants sur les pistes de ski ? C'était dans les années 92, une amie simplement, malvoyante, qui courait en ville avec sa canne blanche, et elle avait envie de skier. Et c'est comme ça que j'ai réussi à apprendre à guider, et de fil en aiguille c'est devenu une passion, et puis voilà, simplement. Juste pour mettre un petit peu de contexte là-dedans, est-ce que tu peux juste nous dire dans quel contexte tu guides, c'est-à-dire est-ce que tu peux parler du GRSA un petit peu, comment ça se passe, à quelle fréquence vous voyez Voilà, le GRSA, c'est un groupement roman de skieurs pour aveugles et malvoyants. Et puis, ça a été créé il y a 50 ans. Et on guide parce qu'on est passionné avec ça. On a envie de partager ce que procure la liberté de rider avec des personnes qui voient plus ou moins bien. D'accord. Moi, j'avais vu ça à Turin lors des Paralympiques. Je ne sais plus en quelle année c'était. Et c'était impressionnant de voir la personne malvoyante ou non-voyante descendre la piste avec quelqu'un derrière qui lui disait je ne sais plus gauche-droite. Bref, je ne sais plus quel terme ils employaient à chaque fois, mais c'était impressionnant. Ouais, alors c'est derrière ou devant, hein. Denis, tu peux peut-être préciser. Oui. Raconte-nous un peu comment ça se fait. En compétition, c'est un peu différent parce que
le guide est toujours devant. Sinon, quand il y a un léger résidu visuel, le guide est devant, comme ça le malvoyant peut essayer de fixer la veste qui est rouge. Du rouge sur du blanc, ça se voit bien. Sinon, les aveugles sont devant. L'histoire de gérer aussi un peu tous les dangers, la vitesse. Et puis, effectivement, avec beaucoup de gens, ça envoie du lourd, du gros, comme on dit dans le jargon. Ça ride, ça saute, ça prend du plaisir. J'ai plus l'impression de guider depuis 1992 que je guide. Je skie avec des potes, clairement. Je les ai vus grandir, évoluer dans leur ski. Et on se fait des week-ends. Et au sein du GRSA, l'association qui se fait en Suisse, qui serait cool de faire la même chose en France d'ailleurs, Absolument. parce qu'il y a un grand besoin, eh bien on a 45 jours de ski prévus. On s'inscrit ou pas. On s'inscrit en tandem ou pas. Et tout est géré. C'est du bénévolat, mais on skie avec des potes. Et alors, tu connaissais Natacha ? Non. Natacha, ça fait 7. Elle me montre des doigts. Ça fait 7 ans qu'on se voit une semaine par année. Elle venait en Suisse skier. Et puis, elle avait abandonné un peu le ski. Elle y pensait peut-être pas trop au début, quand sa vue a baissé. Et puis, tout d'un coup, l'idée, les rencontres et le chemin de la vie a fait qu'on s'est rencontrés. Et puis, je suis un peu embêté parce qu'elle veut plus que moi comme guide. Alors, Pourquoi tu veux plus que lui ? En fait, parce que la première rencontre, ça s'est tellement bien passé et qu'on se voit tous les ans. Donc, le fait de changer, ça crée un stress supplémentaire. Mais s'il fallait le faire, je le ferais. Mais c'est vrai que, je sais pas, c'est quelque chose qui s'est passé. Et en plus, maintenant, il connaît toute ma famille. Donc, on fait partie de la famille. Il partage des choses que je sais pas si un autre guide aurait pu partager, même s'il y a un feeling. Donc, voilà, et je pense que je suis pas la seule à vouloir que Denis, en plus, au sein du GRSA, parce qu'on se raconte beaucoup de choses quand on skie une semaine ensemble. Donc, je pense qu'il a des qualités que je pense que tous les guides ont, mais que lui, il a quelque chose de plus. Alors, Joli compliment. Oui. Natacha, raconte-nous. Toi, donc, ce que je comprends, c'est que tu as perdu la vue il y a quelques années. Alors, en fait, j'ai perdu la vue petit à petit, mais sans s'en apercevoir. Et en fait, c'est quand j'ai commencé mes études d'infirmière qu'on a mis un petit peu en évidence ce souci, sans savoir ce que j'avais. Donc, on a fait des examens qui ne montraient pas grand-chose. Et en fait, c'est vraiment en 98, donc ça faisait 5 ans que j'étais infirmière, qu'on a mis un diagnostic. Donc, à partir de ce diagnostic, les choses se sont posées rapidement. En fait, tant que ma vue de près n'était pas altérée, au niveau de tout ce que je faisais, il n'y avait pas de souci. Et en fait, on m'avait dit que peut-être ma vue baisserait sans me dire pourquoi, sans me dire. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à perdre la vue de près que là, beaucoup de choses se sont posées, notamment au niveau du travail, puisque je suis infirmière. Donc, si vous n'avez pas votre vue de près, c'est très compliqué. Donc, je suis repartie faire des examens donc en septembre 98 sur Nice. On a mis donc en évidence le diagnostic. J'avais également un rendez-vous sur Paris. Donc l'équipe de Nice m'a dit, écoutez, vous avez le rendez-vous sur Paris, c'est quand même un rendez-vous important, allez-y. Ce qui confirmera ou pas, ou fera peut-être un autre diagnostic. Donc je suis montée à Paris, ça a été difficile, compliqué. La confirmation s'est faite. Et donc je suis revenue sur Nice. Difficile de reprendre le travail avec ce diagnostic en main parce que, en fait, il n'y a pas de traitement.
en 98, bien entendu. Hein. Là, on avait beaucoup de progrès. Et en fait, cette maladie me mènerait vers la cécité. Donc, quand on vous dit ça à l'âge de 30 ans, vous vous dites ouf, ouais, quoi. Donc, je suis revenue sur Nice. J'ai pas repris le travail tout de suite. Donc, tout le monde s'est posé des questions. Bon, j'ai fait style que j'avais une gastro, enfin bon. Et donc, j'ai repris le travail. Je suis allée voir mon chef de service en lui disant, j'ai cette maladie, je sais pas ce qui va se faire pour la suite, pour mon avenir. Donc ensuite, j'ai vu ma cadre, où je lui ai dit la même chose. J'ai vu mon équipe. Donc on m'a dit, écoute, essaie de voir si tu peux pas faire une fiche de poste par rapport à ce que toi, tu pourrais envisager de faire par rapport à ce que ta vue peut te faire faire. Donc j'ai fait une fiche de poste. Bon, je vous passe les ennuis, les soucis de positionnement. Donc je suis partie après 3 ans en consultation, toujours au niveau de la même unité de service. J'ai pas du tout changé de médecin, de tout ça. Donc c'était pour moi une continuité quand même dans la prise en charge des patients, bien que je ne faisais plus de soins. Donc je faisais déjà un poste de travail au niveau donc surtout téléphonique, et d'accompagner les patients, de les appeler pour faire leur bilan, leurs choses comme ça. Et je crois que c'était en 2000, il y avait la surveillante qui était en place en unité d'hospitalisation traditionnelle, avait en face d'elle un autre service où il y avait une infirmière qui faisait infirmière de bureau, de public relations, et elle s'est dit, tiens, ça serait bien pour mon service. Donc elle m'a demandé, c'est un bien grand mot, elle m'a dit, écoute, voilà, j'ai besoin de toi au 3e, on s'est concerté, donc tu vas revenir en unité d'hospitalisation. Alors moi, je n'étais pas très contente, entre guillemets, parce que j'avais fait ma place là-haut, que l'équipe était sympathique, tout ça. Donc j'ai dû refaire une adaptation avec des collègues qui au début, ça a été un petit peu difficile. Mais bon, elles ont appris à me connaître et surtout à apprécier ce que je faisais au fur des semaines et des mois. Et du coup, depuis je pense 2003, depuis 2003, je suis en unité de soins traditionnels. Et j'ai plus bougé. Le seul bougement qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'un hôpital sur un autre hôpital parce qu'on devait faire des travaux. Et on est resté sur le lieu où on est actuellement. Voilà. Donc, et je continue à faire surtout du téléphone, une prise de rendez-vous, voilà, toutes ces choses-là qui font que mes collègues, parce que je travaille que le matin, sont déchargés du téléphone, et c'est quelque chose sur un lieu de travail d'unité de soins très prenant. Et du coup, le ski dans tout ça, comment c'est arrivé? Comment s'est faite la rencontre avec Denis? L'envie peut-être déjà l'envie de reskier? Non, parce que je suppose en fait, pas du tout. En fait, quand on m'a annoncé la maladie, j'ai demandé au médecin, mais alors, comment je vais faire pour skier, pour faire de l'équitation, pour faire tout ça? Elle m'a dit, écoutez, madame, ça... Donc, j'ai mis tout ça en stand-by. Et je crois que peut-être 10 ans, ou je ne sais plus combien de temps après, mes parents, qui étaient en fonction en Suisse, à Berne, ont beaucoup apprécié la Suisse. Et mon beau-père a décidé d'acheter donc une sorte de chalet dans un immeuble à Montana. Ok. Voilà. Et au départ, je ne montais pas skier. Je laissais partir mon mari et mon fils skier. Et moi, je restais donc à Nice. J'allais travailler, je me débrouillais, voilà. Et un jour, une amie de ma maman lui dit, mais tu sais, là où tu es à Montana, il existe une association pour faire skier les malvoyants et les aveugles. Donc tout de suite, mon beau-père, qui est très ordinateur et tout, est allé sur le site, a trouvé le site,
Et donc, à partir de là, j'ai rencontré sur la première année 2 ou 3 guides dans la semaine, où il y a eu des feelings, il y a eu des contacts positifs. Donc, c'est là où j'ai redémarré le ski. Ensuite, l'année d'après, on a donc rappelé le directeur de l'association du GRSA. Et les guides que j'avais eus la première année n'étant pas disponibles, j'ai connu Denis. Et la 3e année, j'ai carrément demandé Denis si, bien sûr, il était disponible. Et au fur et à mesure des années, on ne passe même plus par l'association. On téléphone directement à Denis et d'année en année, on lui dit « Tu nous gardes une semaine parce qu'il s'est vraiment intégré. Ça a été le feeling pour tout le monde, ma maman, ma sœur, les enfants de ma sœur. Enfin, alors, je ne sais pas si ça se passe à chaque fois comme ça quand il guide, mais si c'est comme ça... Il doit y avoir beaucoup de familles, une grande famille. Voilà. Et moi, ça m'a permis donc de reskier. Bon, surtout que ma maman, qui est une skieuse professionnelle et très, très, très forte, m'avait mis sur les skis à l'âge de 2 ans. Donc, m'a appris à skier. Parce que les cours, tout ça, c'était quand même onéreux à l'époque où on a commencé le ski. Et donc, elle m'a donné le goût du ski et surtout, elle m'a donné un niveau de technique qui fait que quand j'ai repris le ski, on dit le vélo, ça ne s'oublie pas, le ski, ça ne s'oublie pas non plus. Donc, et du fait de guider, alors c'est vrai que la première semaine a été très difficile parce que j'ai eu des conditions plus de météo difficiles. Mais bon, je me suis accrochée et je crois qu'en fait, la 2e année avec Denis, déjà d'avoir la sensation de liberté, c'était ça en fait, je pense, qui m'a fait me dire qu'il ne fallait pas que j'arrête, quoi. Denis, il faut être un skieur quand on est aveugle ou malvoyant pour pouvoir se remettre au ski, ou on peut apprendre... moi déjà qu'avec mes 2 yeux, j'ai jamais pu mettre mes jambes sur 2 skis, à part du ski de fond, c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'imagine quand on a perdu la vue, est-ce que c'est Il y a de tout. Il y a des gens qui perdent la vue, il y a des gens qui n'ont jamais vu, et ça change tout. Après, je pense que c'est plus difficile quand on perd la vue de s'y remettre, parce qu'il y a tout cet environnement qu'on a perdu. Il faut s'adapter, mais il y a plein de jeunes à qui on apprend à faire du ski, qui n'ont jamais vu. Et imaginez, quoi, ce moment de liberté. Ils n'ont jamais ça. Dans la rue, on ne peut pas. Il y a toujours une porte qui s'ouvre sur votre nez. À ski, quand je dis gauche, droite et libre, ils accélèrent tous. Et ils s'envoient. Même Natacha, là. Youhou. Il y a des moments, des incompréhensions entre vous, des moments où tu dis gauche et pas droite. Enfin, parce qu'il y a peut-être aussi le film Tandem, il y a beaucoup de profils différents. Ils sont tous non ou malvoyants, mais il y a peut-être des niveaux de cécité différents, des niveaux de compréhension différents. Des fois, peut-être que l'information passe mal entre vous. Comment ça se passe quand on se comprend pas? Des fois, ça arrive, j'arrive en bas, tout en bas, et Natacha se met à rire parce que j'ai guidé tout à l'envers. Mais ça marche quand même. Ça t'arrive de guider à l'envers? Oui, parce que si on commence par un gauche alors que c'était l'autre gauche, eh bien, finalement, après un gauche, il y a un droite. Donc on pourrait faire tic, 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 ça marcherait aussi. Ouais, mais ils se moquent des guides des fois. Ouais. Oui, on se plante comme tout le monde. Il y a des techniques, il faut avoir un bon ski, une bonne technique, et puis après un champ visuel très élargi, parce que le plus difficile dans le guidage, c'est tous les autres qui sont autour de nous. Ça, c'est un peu compliqué. Et tu guidais des personnes voyantes avant? J'ai été prof de ski, oui. Prof. Alors, est-ce que quelle est la différence au niveau des consignes, par exemple? Est-ce que ça te demande une rigueur particulière?
Oui, bien sûr. Voir tout le monde. Quand on guide quelqu'un, selon s'il est devant ou derrière, s'il va vite ou pas, si on commence à faire du virage conduit, on traverse toute la piste, si on va faire du freeride, c'est plus facile le freeride parce qu'il n'y a personne. Le grand problème, c'est les autres. Ça veut dire que je dois voir partout. Moi, je dégage la piste pour Natacha, je lui donne 2-3 petites indications, gauche, droite et libre, et après, moi, je fais attention que personne ne vienne la percuter, parce que ça commence d'aller vite, à un bon niveau, et puis on fait gaffe à toutes ces choses-là. T'as pas le mot frein ou freine ou... Si. Waouh, ça arrive, ça. Freine. Des fois, c'est chaud, hein. C'est chaud. Et tu parlais de pistes dégagées. Je suppose qu'il n'y a pas d'arbres. Enfin, Ça dépend. Ça dépend. Parce que pour faire dégager un arbre, c'est un peu plus compliqué. Non, mais dans le film, il y a une petite... on parle un peu de ça, où Natacha, elle dit, elle voit pas les arbres, sauf quand elle est dedans. Donc, non, on fait gaffe. On éloigne tout ce qui est danger, on prévoit, on anticipe, on va pas au casse-pipe. On fait tout gaffe, par contre, ça envoie, on y va. Il y a une remarque, alors c'est pas une question, mais ça s'adresse plutôt à Cyril. Dans le film Tandem, donc, qui est passé hier soir, moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est cette espèce d'authenticité et de vérité, parce que tu montres aussi, alors au-delà de Natacha, avec lesquels Denis et Natacha, c'est un tandem qui fonctionne bien, vraiment. Il y en a d'autres, des fois, on voit que c'est pas toujours facile non plus, hein. Que le tandem il met du temps à se former, que des fois on se comprend pas, des fois le guide a des attentes que le guidé ne comprend pas, ou en tout cas a pas envie de suivre. L'alchimie se passe pas toujours tout de suite, elle finit toujours par arriver, mais il y a une espèce d'authenticité et de vérité qui est forte dans le film, parce que finalement, comme c'est des portraits très proches des personnes, on vit vraiment aussi les difficultés. On ne dit pas que c'est tout beau, tout rose, c'est pas vrai non plus. Donc déjà, merci pour ça. Et comment un tandem se forme finalement et finit par marcher bien? Moi, je suis arrivé sur le tournage alors que les tandems se connaissaient déjà, donc on voit pas forcément le développement de la relation depuis le début, ni l'apprentissage qu'ils font ensemble. Mais c'est clair qu'on a des histoires de vie, des situations qui sont souvent assez compliquées de base, et donc on se retrouve face à certains conflits qui sont intéressants pour le film et qui sont intéressants à mettre en boîte. Le guidage, c'est une histoire d'amour simplement. Des fois ça marche, puis des fois pas. Par contre, il faut être franc avec ça. On se le dit clairement. On voit quand ça marche, on voit aussi quand ça marche pas. Et auquel cas, qu'est-ce qu'on fait? On change de guide. Qu'est-ce que tu retiens? Alors, il y a le film, mais toi, en tant qu'homme, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que t'as essayé peut-être de faire ressortir, ou que tu as gardé pour toi, de ces binômes, de ces guides, de ces personnes non-voyantes guidées? Alors au début, j'avais pas beaucoup d'attentes. Je suis arrivé à leur suite avec ma caméra et du matériel pour la prise de son, sans trop savoir où est-ce qu'on allait. Et puis j'ai découvert des caractères extraordinaires. J'ai découvert que ces gens arrivaient à skier à une allure aussi assez folle, et donc il fallait que j'arrive à le suivre avec la caméra. Heureusement, je suis tout à fait à l'aise à ski, donc c'était pas trop un problème. Et voir le courage et la persévérance qu'ils ont, c'était très impressionnant. Et puis à chaque fois que j'avais une situation comme ça qui apparaissait devant ma caméra, je me disais ça c'est quelque chose qui va être fort dans le film, et ça faisait toujours plaisir. Et combien de temps a duré le tournage? Ça s'est étalé sur 2 hivers d'affilée. On a fait une 15aine de journées de ski avec jusqu'à presque 10 personnes différentes. Une fois, c'était un week-end où il y avait un camp, donc on a changé avec beaucoup de personnes différentes. On a été faire plein de petites interviews pour avoir plein de points de vue différents.
Mais donc 15 jours de tournage, on va dire, et puis plusieurs centaines d'heures de montage, parce que donc on n'avait pas de schéma narratif construit à la base. Il a fallu vraiment tout réinventer après à partir des qu'est-ce que j'avais 70 heures d'images, construire un puzzle gigantesque et aux possibilités infinies à partir de ça pour créer quelque chose de dynamique, de bien construit, où il y a un développement et des émotions, des moments drôles. C'était un immense casse-tête, le plus grand que j'ai fait de toute ma vie. T'avais pas le scénario au début Non, on a vraiment filmé sur le tas, à voir qu'est-ce qui allait se produire, et donc rien de construit à la base, et donc c'était pour ça que c'était difficile de créer une structure cohérente ensuite au montage. D'accord. Juste techniquement, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais concrètement, c'est toi qui filmes? C'est toi qui les suis à ski? Parce que moi, j'ai des images en tête, là, le garçon qui... Il y a des mois qui Il essaye de nous suivre. à 115 km/h. Oui. 115,5. Voilà, alors 115,5 la pointe km/h. de vitesse dans le film est de 115 km/h. Et donc toi, tu suis avec la caméra sur le pont. Alors, pour la pointe de vitesse, on était un peu organisé. J'étais avec un trépied au bord de la piste et je les ai suivis à des vitesses un peu en dessous. Et la magie du montage fait le travail dans le film. Ok. Mais bon, tu as quand même un niveau de ski quand même relativement élevé. Parce que Denis, Denis tu es un très bon skieur. Donc tu vas vite, tu les emmènes vite et Cyril, il se débrouille derrière. Moi, je vais vite s'il y a quelqu'un qui me suit ou qui est devant. Moi, je m'adapte. Cyril, des fois, il a merdé, mais c'était dur pour lui. Le premier jour de tournage, il est rentré dans la non-voyante. Pouf. C'était super. Bien. On va faire un peu différemment là. Ce n'est arrivé qu'une seule fois, heureusement. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas des bonus où on peut voir un peu les ratés des trucs. On est en train d'y travailler, ça pourrait, oui. Et Natacha, comment ça s'est passé pour toi ce tournage? En fait, Denis m'a dit est-ce que tu veux qu'on te filme? Est-ce que tu veux qu'on t'interviewe? Moi, je ne savais pas du tout ce qu'il voulait faire avec. Je dis oui, pourquoi pas. Le seul truc, c'est que c'est vrai que sur le ski, c'est pas mes meilleures performances, mais c'est pas très, très grave. Par contre, sur l'interview, ils ont vraiment pioché des moments parce que ça a duré longtemps. Je veux dire, ils ont pas tout mis parce que c'est pas possible. Sinon, le film est que sur moi et je pense que c'est pas ce que voulait montrer Cyril. Voilà. Mais franchement, je pensais pas du tout qu'il ferait un film et que ça aurait une portée comme ça, quoi. Moi, j'ai dit allez, Denis, machin, pourquoi pas, quoi. Moi, la même chose quand j'ai commencé de filmer ça, on n'était pas sûr que ça puisse donner un résultat aussi convaincant. Et ce film est diffusé où? Il connaît un petit succès, ou un beau succès? Je dis un petit, mais... Déjà, il a été coproduit par la télévision suisse romande, donc qu'il a diffusé il y a peu. On a eu une petite sortie dans les salles de cinéma suisses, mais vraiment anecdotique, on va dire. Et puis, il fait une petite carrière de festival, spécialement en France, où il a fait 3-4 festivals. Il a eu un prix à Dijon, il me semble, non? Pardon? Il a eu un prix à Dijon, je me trompe? Oui, il a eu prix spécial du jury, un festival à Dijon, et grand prix du Winter Film Festival à Bourg-Saint-Maurice. C'est beau. Est-ce que tu as des festivals de prévus où il va être diffusé après coronavirus, parce qu'ils sont tous annulés? Mais est-ce que dans l'été ou à l'automne, tu as des dates? Alors, on a une date en Suisse qui a été reportée à l'automne, et puis en principe, on aura encore un festival dans le centre de la France au mois de juin ou juillet, je sais plus. Tu sais où c'est? À Millau. Ok, d'accord. Il y a eu une audio description de ce film-là. Donc il est disponible aussi pour les non-malvoyants, c'est ça? Alors, nous avons fait effectivement une audio description, donc où il y a une voix qui décrit ce qui se passe à l'image, qui permet aux non-voyants de suivre le film. Qui, selon les supports, est disponible ou pas. À la télévision, il y a probablement un canal qui permet d'avoir cette audio-description. Sur les versions Internet, il y a aussi la possibilité d'avoir des canaux audio différents, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et au cinéma, les mal- et non-voyants ont une application qui leur permet d'accéder via leur smartphone et avec des écouteurs, avoir, en plus de la piste son qui est diffusée dans le cinéma, avoir l'audio-description dans leurs écouteurs.
Non, mais super. Ok. C'est ce qui était fait au cinéma lors de la projection ici, à Lens. Eh ben, en fait, c'est possible, même dans votre salon, en regardant le D'accord. film à la télévision, vous pouvez vous brancher à l'application et avoir l'audio-description qui se synchronise automatiquement au début du film en analysant la bande-son. Merci. Merci à tous les trois d'être venus pour répondre à quelques questions. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Puis j'espère qu'on pourra voir Longue Merci. vie à Tandem. longue vie à Tandem. Et puis j'espère effectivement qu'on pourra le voir sur un prochain festival. Ça donne très envie. Merci. Bonne fin de festival.